Un désir de servir les confrères, de leur rendre service. J'ai toujours eu une vie axée sur la confraternité et je trouvais que c'était normal de mettre ma pierre à l'édifice. Et je me suis comportée comme bâtonnier, à la fois comme chef d'entreprise, chef d'équipe, chef d'orchestre. Lève-toi, jeunesse d'Athènes, et reprends le flambeau des gloires. Cette phrase, elle a terminé tous mes discours. Ce que je retiens de formidable de ma vie d'avocat, c'est la qualité de mes liens avec mes confrères. Depuis que je ne plaide plus, mes confrères me manquent. Frédéric Vérine, j'ai prêté serment le 15 décembre 1975, c'est-à-dire au début du troisième quart du XXe siècle. J'allais dire presque par hasard, parce que ma famille m'avait fait faire du droit en me disant le droit ça mène à tout. Le programme c'était droit, Sciences Po, l'ENA ou le concours du Quai d'Orsay. Et puis, à l'été 1974, sur la plage, je lis l'exécution de Robert Badinter. Et là, j'ai envie de devenir avocat. J'y lis aussi une phrase absolument somptueuse qu'il met dans la bouche de son maître Henri Torres. « Lève-toi, jeunesse d'Athènes, et reprends le flambeau des gloires. » Cette phrase, elle a terminé tous mes discours. Mon discours de lauréat de l'ordre, mon discours de bâtonnier à la rentrée solennelle, mes discours de président de l'école des avocats. Elle m'a valu quelques ennuis aussi, parce qu'à la rentrée solennelle 2004, je termine mon discours par « Lève-toi, jeunesse d'Athènes, et reprends le flambeau des gloires ». Mais, le soir, la Grèce jouait en Coupe d'Europe contre la France et elle gagne. Et on m'a dit que c'était de ma faute. Voilà, donc prestation de serment 15 décembre 1975, sur injonction de ma famille qui me dit que ça n'est pas un métier, je continue mes études et puis j'ai été happé par cette profession, avec la chance de faire mon stage dans un cabinet de droit pénal, celui de maître Jean Thévenet, où il y avait d'ailleurs mon prédécesseur Jacques Martin. Et c'est une école irremplaçable pour la profession et pour la vie. Et puis après, j'ai orienté ma carrière professionnelle différemment. Il y a eu l'engrenage, membre du Conseil de l'Ordre, membre du conseil d'administration de la CARPA, création, lorsque je suis président de la CARPA, d'une CARPA commune avec Mende, Millot qui n'existe plus et Alès, et puis bâtonnier, et puis membre du bureau de la conférence des bâtonniers, et puis président du conseil de discipline, et puis président de l'école des avocats, et puis président de l'association nationale des écoles d'avocats. Voilà. 48 ans de barreau. Alors écoutez, à mon époque, je ne sais plus si c'est toujours le cas aujourd'hui, être bâtonnier, c'était vraiment quelque chose. C'était le symbole de la reconnaissance de ses confrères. Et puis il y a peut-être des motivations moins avouables. On en voit qui sont élus bâtonniers, on se dit « oh, pourquoi pas moi ?» Alors mon plus beau souvenir en tant que bâtonnier, il y en a beaucoup. Écoutez, ce sont les confrères.
parce que je suis ressorti de mon bâtonnat avec l'expérience suivante. Il y a des confrères sur lesquels je n'avais jamais posé les yeux, dont j'ai découvert que c'était des gens absolument merveilleux. Il y a des confrères que j'admirais et que je respectais, dont j'ai découvert qu'ils étaient d'une médiocrité absolue. Donc ça m'a appris des choses sur la nature humaine. Mais mon plus beau souvenir de bâtonnier, parce que des souvenirs il y en a, c'est la rentrée solennelle de la cour en 2004. J'avais des problèmes familiaux, un enterrement à organiser, où il fallait que j'aille, c'était pas ici, etc. Bref, j'arrive en retard, pas très en retard, une petite minute ou 30 secondes, tout le monde était en place. Ça n'avait pas commencé, mais la cour était rentrée, elle était assise, il y avait le préfet, le directeur départemental de la police, tout ce que vous pouvez rêver, bref, je rentre. Et quand je rentre, tous les confrères qui étaient présents dans la salle se lèvent. Et bien ça, c'est un moment exceptionnel. C'est moi qui ai organisé le premier banquet de l'ordre à la plage, dans une paillote. Mais pour parler de choses plus sérieuses, je retiendrai peut-être la création de SOS Victimes, une permanence d'avocats pour les victimes, et puis surtout la création de l'école des avocats de Montpellier, parce que dans le cadre de la réforme qui était en cours à ce moment-là, Montpellier partait soit à Marseille, soit à Toulouse. Et nous nous sommes battus avec Nîmes, puis avec Clermont-Ferrand qui n'avait aucune envie d'aller à Lyon, et on a réussi à faire passer un dossier d'école d'avocats Centre-Sud qui existe toujours et qui est même la plus belle et la plus performante école des avocats. Il y en a tellement. Je crois que c'est un échange de correspondance avec une jeune fille que j'avais réussi à retirer des griffes d'un père destructeur et pervers. J'agissais au nom de la mère, évidemment. Mais elle m'a écrit une lettre très émouvante pour me remercier. Et puis, pendant plusieurs années, elle m'a écrit pour me donner de ses nouvelles, de son parcours, et puis chaque fois me remercier de ce que j'avais fait, qui n'était jamais que mon métier. Bon, c'est peut-être le secret de la vie privée, mais je suis de confession protestante. Je suis associé avec un catholique pur et dur, avocat de l'évêché, de 10 000 congrégations religieuses, de tout ce que vous pouvez rêver. Et comme on est associé, je suis amené à m'occuper avec lui, un jour où il n'est pas là, d'une congrégation religieuse. Et la veille de mon élection au bâtonnat, qui a été pas difficile, mais enfin quand même, j'avais comme candidat contre moi mes deux successeurs, Châtel et Casanova. La veille, je reçois un fax de la mère supérieure du couvent qui me dit « Nous savons que demain est une journée importante pour vous. Tout le couvent se met en prière. » Oh, j'ai trouvé ça mignon. Voilà. Alors, je crois que le message qu'il faut qu'ils reçoivent, et j'espère qu'on le leur donne à l'école des avocats, moi j'ai essayé de le leur donner, c'est que il y a ce qui passe et il y a ce qui reste. Et quelles que soient les modalités d'exercice qui sont maintenant extrêmement diverses, qu'ils pourront avoir, judiciaire, fiscal, juridique, droit privé, droit administratif, etc., etc. Il faut toujours avoir le sentiment qu'on appartient à un ordre qui est nécessaire, qui est protecteur,
que la déontologie n'est pas un frein, mais un atout, et quand on a un problème, ne pas hésiter à faire appel aux anciens, à appeler son bâtonnier, un membre du Conseil de l'Ordre, quelqu'un. Voilà. Oui, globalement oui.